Monsieur le Président, d'entrée de jeu, je vous indique que je partagerai mon temps avec le député de Windsor-Ouest. Le thème à l'étude, à savoir l'élection et le mandat des chefs et conseillers de certaines Premières Nations, j'insiste sur certaines parce que je ferai référence à ma propre réalité, celle du 52e parallèle avec les 5 communautés Innu-Naskapé de ma propre circonscription. Donc, l'élection et le mandat des chefs et conseillers de certaines Premières Nations est propice au partage de réalités qui demeurent inaccessibles pour l'ensemble des citoyens canadiens. Maintenant, Monsieur le Président, je dois tout de même avouer que le gouvernement a tout de même fait une amende honorable en incluant le concept d'activités frauduleuses liées à des élections dans le cadre de l'édiction de ce projet de loi. Ça ouvre la porte à des réflexions portant entre autres sur le trafic d'influence, sur le lobbying, sur le conflit d'intérêts, également sur les malversations économiques. Et je vais donc appuyer sur ces notions. Au cours des 2 dernières années, au cours de ce présent mandat, Monsieur le Président, j'ai introduit les citoyens canadiens à des réalités qui sont trop souvent passées sous silence. En vérité, les médias nationaux et les médias en son sens large suivent une ligne éditoriale qui fait en sorte que certaines réalités propres aux Premières Nations ne sont pas exposées au grand public parce que, d'une part, ce sont des notions qui sont assez hermétiques et d'autre part, il y a un agenda qui dicte la publicité qui doit être associée aux réserves indiennes. Maintenant, Monsieur le Président, ce que je vais faire avec cette présente intervention, je vais m'assurer que le public canadien soit au courant qu'il y a des malversations économiques et il y a des malversations sur le plan politique également qui s'observent dans certaines réserves au pays, mais que le plus souvent, les acteurs qui y sont associés sont externes, sont extérieurs aux réserves et à la dynamique clanique qui est propre aux réserves indiennes. Comme toujours, Monsieur le Président, je fais référence à ma propre réalité. Trop souvent, et je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, il y a des shysters qui rôdent autour des réserves indiennes, des avocats de tout acabit, des professionnels, des anthropologues et des gens de tout crin, des professionnels de tout crin qui se réclament autochtonistes et qui rôdent autour des réserves indiennes, souvent les réserves qui sont le plus pourvues sur le plan des ressources naturelles, parce que c'est une business qui est très lucrative. En fait, garder les réserves indiennes à un certain niveau sur le plan culturel, social, mais également éducatif, ça permet de pouvoir œuvrer dans l'obscurité et dans une réelle impunité. Au final, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle il y a de l'ingérence sur le plan politique lors de l'élection du chef et des conseillers. En ma qualité de juriste, mais également en ma qualité de mandataire, de représentant de l'État, les citoyens, au cours des dernières années, ont fait appel à mes services à plusieurs reprises et m'ont fait part de situations impliquant trafic d'influence et malversation dans le cadre des élections des conseils de bande. Probablement que ma réputation de whistleblower s'est rendue jusqu'à certaines communautés isolées. Bref, j'ai eu à traiter plusieurs dizaines de ces dossiers assez récemment, Monsieur le Président, concernant entre autres ma propre communauté. Semble-t-il qu'il y aurait eu de l'ingérence des minières dans le cadre des élections, les dernières élections tribales par chez moi, parce que à l'heure actuelle, au 52e parallèle, ce qu'on voit, c'est que c'est des mesures extractivistes qui sont mises de l'avant, c'est-à-dire que l'extraction des ressources naturelles est perçue à titre de moteur unique de développement économique. Donc, les minières s'assurent et les différents lobbies s'assurent d'avoir des pions en place dans les conseils de bande. Et c'est la raison pour laquelle certains citoyens, certains membres des communautés se sont distanciés progressivement de la vie démocratique sur réserve et même sur le plan national. En fait, il y a de la désillusion de part et d'autre dans les communautés et les gens il y a une très faible adhésion aux mesures des élections et aux mesures démocratiques sur les réserves. J'ai fait mentir le tout lors de mes dernières élections parce qu'il y a 4000 Indiens qui ont tout de même voté pour moi au final. Souvent, c'était des gens qui n'avaient jamais voté jusqu'ici, mais il a fallu que je me déplace et probablement que ma réputation et mon jeune âge fait en sorte qu'il y avait un certain caractère de probité qui m'était conféré. C'est la raison pour laquelle les gens m'ont élu au final et je pense que je leur rends bien aujourd'hui. Bien que les situations décriées de manière continue dans le cadre de mes interventions ne sauraient être considérées à titre de généralité, j'insiste beaucoup, Monsieur le Président, je vais d'abord et avant tout m'attarder à ma propre réalité, aux propres réserves de ma circonscription. La redondance de ces éléments dans le cadre de ma pratique transjuridique et politique m'invite à appuyer sur l'exposition de leurs incidences sociopolitiques délétères en regard du mode de vie tribal.
Maintenant, Monsieur le Président, lorsque je disais qu'il y a un certain désintéressement ou un certain retrait des citoyens des Premières Nations face aux mesures démocratiques, je vous dirais que les conservateurs vont souvent dire si on a fait de la consultation, mais il y a seulement 15 personnes qui se sont déplacées. Je l'entends souvent, même avant les conservateurs. Souvent, c'était la réponse facile, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'Indiens qui s'étaient mobilisés. Ça nous donne quoi d'aller rencontrer des gens et d'investir des fonds substantiels pour aller rencontrer 15 personnes? Et c'est une réalité également, c'est-à-dire que les gens se mobilisent peu parce qu'il y a cette désillusion-là, Monsieur le Président. Les exactions successives depuis des générations et la malversation, le peu de transparence sur le plan politique tribal, mais également ici au Canada, hein, on prêche par l'exemple, mais ça fait en sorte que certains individus se sont désintéressés graduellement. Maintenant, ce que j'indique, Monsieur le Président, bien qu'il y ait des éléments intéressants qui ont été mis de l'avant dans le projet de loi proposé, il va falloir également qu'il y ait un processus indépendant d'enquête et de contestation et de remise en question de l'action gouvernementale sur le plan tribal. Et pour ça, ça va impliquer par la force des choses un pouvoir d'enquête et des effectifs qui y sont associés, considérant entre autres le caractère hermétique associé à la vie sur réserve. Ça va prendre des gens qui sont spécialisés. Lorsque j'ai eu une rencontre avec les représentants des affaires indiennes pour discuter justement de ce projet de loi, ils m'ont indiqué que ce serait la GRC au final qui devrait faire enquête sur la réserve et qui vont être en charge de retracer ceux qui commettent des exactions. Sachant pertinemment qu'ils sont déjà débordés, la GRC, et que c'est un domaine assez spécialisé avec l'hermétisme qui prévaut sur les réserves indiennes. Je vous soumets humblement que la GRC va devoir se voir injecter des fonds supplémentaires et que certains effectifs vont devoir être assignés de façon exclusive à ces matières-là, et pas seulement pour les élections sur les réserves, mais les exactions sur le plan économique au sens large, parce qu'il y en a, Monsieur le Président. Donc, voilà. La succession de mesures législatives ébauchées et implémentées de manière unilatérale par ce gouvernement au cours de ce présent mandat laisse transparaître l'importance accordée à l'implication et l'apport citoyen au processus démocratique se devant de prévaloir au pays. Je vous le dis, Monsieur le Président, l'importance, en fait, l'affirmation citoyenne, que ce soit au niveau des Indiens ou de l'ensemble des citoyens canadiens, l'affirmation citoyenne est vue à titre de frein d'expansion économique. C'est la raison pour laquelle les conservateurs, à l'heure actuelle, prennent tous les moyens détournés pour s'assurer que la population ne sera pas sondée au final. Parce que lorsqu'on consulte les gens, il y a cette possibilité de donner son assentiment, mais également de s'opposer à un projet. Et je sais pertinemment que les conservateurs craignent l'opposition citoyenne et la mobilisation citoyenne plus que toute autre chose. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun effort qui est investi au census et véritablement aller chercher l'opinion de la population. Et c'est le même type de raisonnement qui est applicable à l'égard des questions aborigènes, Monsieur le Président, parce que l'affirmation aborigène est perçue à titre de frein à l'expansion économique. Et ça, c'est déplorable et c'est hautement répréhensible, Monsieur le Président, parce que ce n'est pas l'affirmation citoyenne, ce sont l'absence de transparence qui fait en sorte que c'est un réel frein à l'expansion économique. Si les gens étaient transparents, il n'y aurait aucune réticence à aller consulter la population. Bien que le projet de loi à l'étude prévoit la codification des délits et pénalités permettant de porter des accusations et d'imposer des sanctions pour toute activité frauduleuse liée à des élections, mes échanges avec les divers intervenants et légistes, il y en a des masses, et légistes au dossier pêche par imprécision quant à l'entité qui disposera du pouvoir d'enquête et de la portée réelle du pouvoir coercitif qui sera alors exercé. On me parlait brièvement que ce serait en première instance, les instances judiciaires pourraient entendre ces dossiers, mais ça va prendre des mesures plus conviviales qui s'ouvrent de façon plus ouverte aux Premières Nations, surtout considérant les problèmes au niveau de l'alphabétisme tels que je les conçois et que je les vois sur une base quotidienne dans ma propre communauté. Il va falloir qu'il y ait des mesures qui soient plus conviviales pour que les citoyens, au final, viennent déposer leurs impressions et viennent dénoncer les exactions, Monsieur le Président. C'est une charge d'enquête d'envergure et toujours pour reprendre mes propres propos, Monsieur le Président, il va falloir qu'il y ait des fonds substantiels qui soient injectés. Si on veut ultimement que la GRC fasse enquête dans ces cas-ci, il va falloir qu'il y ait des effectifs qui soient dirigés de façon exclusive. Au final, bien que le texte de loi projeté aborde certains éléments sous-tendant l'amélioration du système électoral des Premières Nations, il n'aborde pas de front la loi sur les Indiens. Les dispositions envisagées permettent au ministre de déterminer l'avenir d'une bande sans consultation pour faire changement, ce qui va à l'encontre du principe de l'autonomie gouvernementale. Sur ce, Monsieur le Président, je vous laisse digérer le tout.
Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member for Nanaimo-Cowichan. Mr. Speaker, and I want to thank the member for that speech. And of course, I know he was pointing to some challenges in First Nations communities with elections, but of course we know in Canada, in the federal election, last federal election, there are a number of challenges for Canadians with low voter turnout, robocalls, some MPs being under investigation for allegedly not following the Elections Canada spending rules. So with regards to First Nations, this piece of legislation only provides for courts as a remedy. There is no provision in this piece of legislation to have an independent tribunal or a commission like Elections Canada for First Nations. And I wonder if he could comment on the fact that for many First Nations, costs will be prohibitive if they have to end up in courts in order to dispute elections rather than having that independent process. La députée de Manicouagan. Je remercie ma consoeur pour sa question. Maintenant, Monsieur le Président, lorsque je parlais de méthodes plus conviviales, eh bien, je faisais référence maintenant, visiblement, la critique en la matière a une idée beaucoup plus précise que moi du type de véhicule que ça prendra, du type de forme que ça prendra au final. Mais oui, il va falloir véritablement qu'il s'observe, qu'il y ait une sorte de tribunal parallèle qui soit assigné de façon exclusive aux matières aborigènes et pas simplement dans le cadre des élections, Monsieur le Président. Trop souvent, lorsque je fais mention de gouvernement fantoche, je sais pertinemment que les entités, que les lobbies mettent des pions en place dans les réserves, mais également les gouvernements successifs qui se sont succédés ici, Monsieur le Président. On s'assure toujours de choisir notre interlocuteur. C'est la raison pour laquelle, probablement, ce texte de loi-là, bien qu'il aborde certaines notions essentielles, laisse le tout sur transfère la responsabilité aux cours de justice, ce qui peut être assez rébarbatif pour certains, surtout considérant la charge de preuve qui y est associée et considérant toutes les subtilités propres au système judiciaire au pays. Il y a certains membres des Premières Nations qui pourraient concevoir le tout comme étant un frein à l'exercice de leur droit le plus strict. Et sur ce, je vous soumets le tout. Questions and comments. The Honourable Minister of State for Transport. Thank you, Mr. Speaker. And I've noticed a pattern with the official opposition, and that is they seem to oppose all the reforms that we are trying to bring forward, from what we're talking about today to the matrimonial rights for First Nation women and children. And it seems that the NDP is opposing for the sake of opposing and is not being very helpful in working with the government to come up with solutions. Perhaps the member can explain how his party could possibly have voted against the matrimonial rights bill, and it seems like they're going to vote against this one too. La députée de Manicouagan. Je remercie mon confrère pour sa question. Maintenant, je vous ai donné du crédit tout de même au départ. Lorsque j'ai mentionné, vous aviez inclus activités frauduleuses liées à des élections. Venant de la part de votre gouvernement, je trouve que c'est une très grande avancée. Donc, je vous donne une poignée de main aujourd'hui. Maintenant, la situation est aussi la suivante. C'est qu'il faut être conséquent avec la position exprimée par plusieurs intervenants du milieu, plusieurs organismes qui travaillent auprès des communautés aborigènes et qui indiquent qu'il y a trop d'ingérence de l'État dans le cadre de ce projet de loi bien précis. Par contre, on vous a soumis des pistes de solutions qui peuvent être en troisième lecture. Il pourrait y avoir un amendement et tout le monde serait content et moi je serais heureux de l'appuyer moyennant certains aléas qui vont devoir être cernés et moyennant la prise en compte de certains commentaires qui sont formulés. Il faut pas. Le problème, c'est qu'il y a abstraction. On fait abstraction de la notion de consultation et qu'on ne cherche pas l'assentiment des Premières Nations avant de leur imposer de façon unilatérale un texte de loi, ce qui est hautement répréhensible. Mais vous avez tout de même fait du progrès avec celui-ci. Je vous donne encore votre crédit et vous êtes sur une bonne voie à l'heure actuelle. Donc, continuez sur cette voie-là et moi, je serai là pour appuyer. Resuming debate.